Bonjour à tous, bienvenue pour, cette nouvelle masterclass. Aujourd'hui, on va vous parler de déficit foncier, et on a la chance d'avoir Yuri Burati avec nous de Angelis Group. Merci Yuri, Bonjour bonjour à à tous. toi. Bonjour. Donc on va évoquer avec vous le fonctionnement, de ces opérations en déficit foncier. On va voir, évidemment, tous les aspects amortissement, qui se cachent derrière ça. Et vous parler aussi un peu de comment ça se propose aux clients et on finira par, une série d'opérations pour vous donner aussi, quelques, exemples concrets d'investissements que vous pouvez proposer maintenant à vos clients. Évidemment, comme d'habitude, vous hésitez pas à poser des questions dans le chat. On les prend au fur et à mesure, pour que ça soit le plus, efficace pour vous et qu'on on parle des sujets qui vous intéressent. Yuri, merci d'être là à nouveau et je te laisse la main pour que tu, nous présentes tout ça. Très bien. Bon, écoutez, bonjour à nouveau à tous. Je suis donc Yuri Burati, je suis le directeur général de la filiale dédiée aux monuments historiques chez Angelis Group. Et donc, voilà, cette présentation aujourd'hui va s'axer sur trois parties. Je vais vous présenter rapidement l'entreprise. Ensuite, on va aller dans le fond du sujet du déficit foncier, avec notamment comment ça se passe avec les 10 007, est-ce que c'est dans le cadre du report, pas du report, comment ça se passe, bref, l'articulation complète du déficit foncier, illustrée par quelques simulations. On verra effectivement quelle est la typologie de clients auxquels il faut proposer ce type de bien. Et enfin, on finira sur une présentation de ce qui existe chez nous en stock, notamment en déficit foncier. Alors, je vais essayer de… Voilà. Donc, rapidement, Angelis Group entame sa 21e année d'existence. On est en fait spécialisé sur la rénovation immobilière, puisque notre métier consiste à acquérir des biens sur tout le territoire, de les diviser en lots de copropriété et ensuite d'y adjoindre la partie fiscale. Donc, on travaille notamment, évidemment, sur le déficit foncier, mais également sur le monument historique, le Malraux, le Pinel ancien, le de Normandie, etc. Tous les dispositifs anciens liés, en fait, à la rénovation d'un bien, puisque dans tous ces dispositifs, c'est la valeur des travaux qui fait l'avantage fiscal. On est un peu plus de 50 collaborateurs. On a un objectif sur 2022 de faire un peu plus de 40 millions d'euros, mais ça va dépendre bien entendu des événements liés à la Crimée, pardon. Donc on va voir comment ça fonctionne, mais on est bien parti pour. Et on a un capital social de 8 millions et 10 000 euros. Depuis qu'on a démarré nos activités, et c'est important d'avoir cette information, on a réalisé et mené à bien un peu plus de 170 opérations, donc j'entends par là rénover et livrer, ce qui nous amène une certaine expertise sur la notion des travaux, puisque bien entendu, quand le client souhaite acquérir, il veut être certain que les travaux qu'on lui propose ne dérapent pas dans le temps. Et d'ailleurs, vous verrez, si vous avez des questions là-dessus, sur cette notion d'ASL, nous proposons un marché de travaux ferme et définitif, quels que soient les aléas de chantier, ce qui permet de considérer que le client, lorsqu'il achète 150 000 euros de travaux chez nous, eh bien, ça sera 150 000 parce que le périmètre d'erreur, finalement, est assez faible quant aux estimations que l'on fait. Et si Tu effectivement ça devrait dépasser, eh bien, on prendrait en charge. Oui. juste, une question là-dessus, tu vas en reparler plus tard de cet aspect-là? Oui, on peut en fonction des questions. Ouais, Après, je pense que voilà. c'est un point intéressant, il faudra bien l'expliciter, sur, ce que tu viens de dire sur les aspects travaux Je et peux prix peut-être des le travaux. faire, le faire de suite pour éviter Vas-y. d'oublier. En fait, quand on investit en déficit foncier, on a l'obligation d'investir au travers d'une ASL. Alors pourquoi ce système-là? Simplement parce qu'il faut dissocier l'acquisition du foncier, donc autrement dit l'appartement à rénover, de la valeur des travaux. Et pour ce faire, on a l'obligation de passer par une ASL, une association syndicale libre, qui est une personne morale, avec des statuts déposés en préfecture et un président qui est lui-même un investisseur. L'objectif de tout cela, c'est quoi? C'est de réunir sur le même immeuble tous les co-investisseurs pour qu'ils puissent parler d'une seule voix à l'entreprise qui va rénover, à savoir nous. Et cette ASL passe un contrat avec nous, et c'est dans ce contrat qu'il est stipulé que le marché travaux est ferme et définitif, quels que soient les aléas de chantier. Et ça, c'est super important parce que ça fait peut-être partie des questions anxiogènes des gens.
qui ont eux-mêmes peut-être fait rénover, que sais-je, une salle de bain ou une cuisine, et l'artisan leur a dit que ça coûtait 5 000 euros, et au final, ils s'en sont sortis à 7 ou 8 000 euros. Donc, chez nous, par ce système-là, et c'est contractuel, le marché de travaux est ferme et définitif. Alors Donc, ça, c'est un point, juste si je peux mettre un commentaire là-dessus, c'est un point hyper important parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la promotion immobilière en ce moment, les coûts de travaux se variabilisent pour les promoteurs. Ça veut dire qu'une partie des chantiers sur lesquels ils s'engagent sur leur VFA n'ont pas un coût ferme et définitif de construction, hein. Quand c'est un constructeur, par exemple, Bouygues qui construit pour, je ne sais pas moi, Kaufmann, et ben, il lui donne pas un coût fixe et définitif. Il lui dit: «Mon coût de travaux, il peut varier» et ça n'est pas du tout neutre, quand on voit que certains, coûts de travaux augmentent de 20 en ce moment, du fait de la guerre en Ukraine notamment, et des difficultés d'approvisionnement en matières premières, qui alors, se conjuguent à un problème aussi pour trouver des ressources. Donc cette spécificité-là que tu mets en avant, elle a vraiment, d'autant plus d'intérêt dans le contexte dans lequel on est, hein. bien sûr, parce qu'on subit, comme tous les opérateurs et tous les promoteurs, des fluctuations sur les matériaux. Pour vous donner un petit exemple d'actualité, lorsqu'on commande du bois, de la ferraille, peu importe, le fournisseur nous dit, bah, premièrement, je ne peux pas vous donner un coût d'acquisition, puisque moi, ça va dépendre à combien je vais l'acheter, et secondo, je ne peux pas vous donner un délai de livraison. Donc c'est vrai que cette période un petit peu compliquée, enfin, tend à comprimer un petit peu nos marges, mais comme c'est contractuel, de toute façon, on fonctionnera comme ça, parce que ça permet aux gens d'avoir une confiance, et ensuite c'est à nous de nous débrouiller pour trouver des matériaux qui soient cohérents et à des prix qui soient attractifs pour les chantiers que l'on a. Donc Mais toi, ça, c'est important de stipuler. c'est toi qui portes le risque de variation des coûts, Exactement. sur les travaux. Il n'y Exactement. a pas d'assurance travaux ou il y en a une? Alors, il y a des assurances évidemment obligatoires, mais l'assurance liée à l'acquisition des matières premières, ça n'existe pas. Donc, D'accord. c'est l'opérateur qui le porte. Donc les assurances, habituelles, c'est quoi? C'est On livre en fait les appartements avec une dommage ouvrage, une décennale, une biennale, c'est ça. et cette garantie de prix de travaux ferme et définitif, elle est vraiment écrite dans le contrat qui lie les membres de l'ASL, qui sont donc les co-investisseurs, Mmh. liés à nous, et c'est là où on écrit qu'effectivement le marché travaux est ferme et définitif. Donc, D'accord. on sait que cette crise des matériaux, elle va durer un certain temps, mais elle ne sera pas finalement toute notre vie. On ne va pas Oui. ne pas savoir. Donc voilà, on fait un peu le dos rond, on honore nos engagements, et ça permet de pouvoir avancer avec nos partenaires CGP et nos clients investisseurs. À laquelle durée de vie, l'ASL? C'est une question de Alors, Véronique. l'ASL, elle est constituée pour donc regrouper ses co-investisseurs, et ensuite, à partir du moment où elle est livrée, elle n'a que vocation de faire la rénovation du bien. Et une fois que le bien est livré et que les D'accord. différentes réserves sont levées, eh bien, elle est dissoute, et c'est le syndic de copro qui prend le relais. Donc, elle a vraiment pour vocation uniquement de faire cette partie de rénovation. Et bien souvent, alors l'obligation que l'on a juridique, c'est d'avoir un président de l'ASL qui est lui-même un investisseur dans l'immeuble concerné. Or, évidemment, quand on demande à un investisseur d'être président, lui, la partie immobilière, il la connaît que très peu, voire pas du tout. Donc, on s'attache évidemment les services d'un cabinet d'avocats fiscalistes, que bien souvent les professionnels connaissent, qui est le cabinet Rivière, qui va donc assister le président de l'ASL pour toute la partie signature, etc., pour ne pas le laisser à volo et faire ce qu'il ne saurait pas faire. Donc, ça permet non seulement d'avoir cette certitude que l'opération sera menée à bien, secondo, ce cabinet d'avocats fiscalistes délivre au travers d'une lettre de mission une garantie de bonne fin fiscale, c'est-à-dire que le montage il est validé par le cabinet sur sa RC Pro, et il est opposable à l'administration fiscale. Et troisièmement, ce cabinet d'avocats fiscalistes va faire la partie déclarative pour le compte du client jusqu'à la livraison de l'immeuble. Et ensuite, il a ces dossiers comme un notaire qui conserve évidemment en mémoire. Et si dans 10 ans, 12 ans, il y a une problématique, quelle qu'elle soit, une question de l'administration fiscale, ils ont ça aux archives, et donc ça leur permet de pouvoir répondre.
Et je précise juste une chose pour nos partenaires CGP, quand vous avez, et ça arrive de temps en temps, une demande de l'administration fiscale pour tel ou tel immeuble, il ne faut surtout pas la traiter vous-même, ni même le comptable du client, ni le client lui-même, parce que dans cette hypothèse-là, le cabinet d'avocat fiscaliste retire sa garantie de bonne fin fiscale, hein, puisqu'il s'est engagé, donc c'est lui qui fait les réponses. Alors après, bien souvent, on me dit oui, mais ces opérations, si vous dites que l'administration peut contrôler, ça suppose un contrôle fiscal. En fait, c'est pas ça du tout. Aujourd'hui, quand on fait une déclaration d'impôt, on l'a tous fait il y a quelques semaines de cela, vous êtes d'accord qu'on peut déclarer un déficit foncier, un monument historique, une malraux, sans justifier d'aucune pièce. Il suffit de cocher les cases. Donc, c'est normal que l'administration, de temps en temps, balaye un petit peu ce qui a été fait et demande des pièces. Et donc, c'est une demande d'information que fait l'administration fiscale, où elle veut le marché de travaux, elle veut le classement de l'immeuble, elle veut, etc. Et donc, dans ce cas-là, le cabinet d'avocats fiscalistes a tout ça, évidemment, dans ses archives, et c'est lui qui répond pour le compte du client. Donc ça, j'insiste bien là-dessus, parce que chaque année, ça arrive, le comptable du client fait la réponse, et la réponse, elle est à côté, parce qu'évidemment, on ne sait pas ce qu'il faut répondre, et à ce moment-là, on a quelques difficultés après pour conserver cette garantie de bonne fin fiscale. Une question sur la GFA. Est-ce qu'il y a une GFA sur ces opérations-là aussi? Non. La GFA, en fait, elle n'est valable que pour les opérations en VIR, en vente d'immeubles à rénover. C'est une obligation. Et justement, ça fait partie des slides suivants, mais on va le dévoiler un petit peu. Quand on est en ASL, les assureurs ne savent pas faire une GFA pour une ASL, ou alors quand ils font des propositions, elles sont absolument exorbitantes. Et si nous acceptions ces propositions de GFA en ASL qui sont exorbitantes, elles sont finalement refacturées aux clients. Donc, ça fait des prestations qui sont trop importantes. Et aujourd'hui, sur toutes les nouvelles opérations que l'on va donc commercialiser, on a mis en place, grâce au cabinet Rivière, ce qu'on appelle un CPI, un contrat de promotion immobilière. Et ce CPI nous permet d'avoir une garantie qu'on appelle une GBE, une garantie de bonne exécution, qui est une garantie extrinsèque. Ça veut dire qu'elle est soit faite par une assurance, soit faite par une banque, et qui va dans son objet beaucoup plus loin que la GFA. C'est-à-dire que si l'opérateur est défaillant, une GFA, elle ne fera pas les peintures, elle ne fera pas ce genre de choses. Une GBE, comme son nom l'indique, garantie de bonne exécution, ira finaliser la totalité du bien. Voilà. Donc, on a mis en place cela parce que, évidemment, beaucoup d'investisseurs voulant faire soit du déficit foncier, soit d'autres opérations en ASL, nous demandent la GFA, mais on ne peut pas l'avoir. Et aucun opérateur là, parce qu'il y a un coût qui est exorbitant, comme je disais. Donc là, maintenant, ce CPI, ça a beaucoup de sens pour nous. C'est un grand progrès. Alors, il sera évidemment copié ou dupliqué par les autres, et c'est comme ça, c'est la vie. Mais je crois qu'on est un des premiers opérateurs qui fait de la rénovation, qui donc propose ce CPI. Je finis juste, si vous voulez bien. Sur GBE, donc, c'est garantie de bonne exécution. Exactement. CPI, ça veut dire contrat de prestation immobilière? Contrat de promotion immobilière. De promotion immobilière. D'accord. Après, je finis rapidement sur l'ASL parce que c'est important, c'est vraiment inhérent au déficit foncier. Donc, quand on a constitué cette ASL, que les membres sont à l'intérieur et qu'ils ont signé un contrat de travaux avec nous, ce que va faire l'investisseur, c'est qu'il va verser ses fonds de travaux sur le compte de l'ASL. Il ne versera jamais ses fonds de travaux sur le compte d'Angelis Group ou sur le compte de l'entreprise de couverture. Jamais, jamais, jamais. Et l'administration fiscale considère que le fait générateur de l'économie fiscale, c'est le versement des fonds de travaux sur le compte de l'ASL. Et ce compte de l'ASL, vous avez compris que juridiquement, cette ASL était totalement indépendante de chez nous. Et bien, ce compte est fait dans une banque, évidemment, et le gestionnaire du compte a toutes les garanties nécessaires. Si jamais il venait de vouloir partir avec la valise, eh bien, les fonds sont assurés, ce qui permet aux clients, pour des raisons fiscales qu'on verra plus tard, de pouvoir décaisser beaucoup plus que l'avancement des travaux, de telle manière à pouvoir une optimisation fiscale importante. Et bien souvent, ça peut être, et ça se comprend, hein, quelque chose d'un peu angoissant pour le client, quand son conseiller lui dit, voilà, pour des raisons fiscales, je vous invite, et on verra pourquoi, à verser 100% des travaux. Mettons-nous à la place des investisseurs, verser 100% des travaux, à qui, comment, pourquoi. Et quand on lui explique ce système-là, eh bien effectivement, il constate qu'il est membre de l'ASL, il a accès au compte, évidemment, puisqu'il y a une assemblée générale annuelle qui est faite où on explique un petit peu tout ce qui se fait. Et dans ce cas-là, ces fonds de travaux, ils sont sécurisés et fiscalement, il en profite.
Deux questions sur l'ASL toujours. Par rapport à, le fait que c'est une question de Stéphane, lorsqu'on clôture l'ASL, si jamais j'ai un des co-investisseurs qui, a un souci et fait une réclamation, est-ce que ça peut, avoir un impact sur les autres co-investisseurs, sur l'ASL? Alors ça c'est intéressant. En fait, chaque membre de l'ASL, lorsqu'on le fait rentrer dans l'ASL, autrement dit, lorsqu'on lui fait passer l'acte authentique, concomitamment, après, il va envoyer ses fonds sur le compte de l'ASL. Et on ne fera passer, on vendra finalement à l'investisseur son bien à la seule condition, c'est qu'il ait évidemment les fonds pour le foncier, ça paraît être une évidence, mais qu'il ait également les fonds pour les travaux. Et ces fonds seront justifiés soit par une offre de prêt qui est purgée de ses délais de recours, soit par des fonds propres qui sont à destination des travaux. Ce qui fait que tous les membres qui rentrent dans l'ASL ont les fonds. Donc, on ne peut pas dire, voilà, Monsieur Dupont est rentré dans l'ASL, il nous a dit qu'il verserait ses travaux parce qu'il a une prime, puis malheureusement, il n'a pas eu de prime, comment on fait? Ça Mmh. n'existe pas. Autrement, OK. on met en danger chaque opération. Mmh. D'accord. Mais Et il pourrait y avoir, quelqu'un qui refuse le prêt ensuite, non? Ou qui non, parce refuse, que c'est non? purgé, nous, on a les offres de prêt. Donc Donc, c'est un. c'est offre de prêt Oui. acquise, Ah oui, oui, clairement. et elles peuvent pas être annulées ensuite, Non, les non. fonds ne peuvent pas être non versés parce que c'est la banque qui doit les verser directement, c'est ça? Exactement, sur appel de fonds de l'ASL. OK, Tout à fait. Donc OK. vraiment, on essaie de sécuriser cela pour éviter que dans une ASL, il y ait un mauvais payeur et ça n'existe pas pour cette raison-là. Et si j'ai un des co-investisseurs qui, dit: «Bah, on m'a vendu quelque chose, qui correspond pas à ce qu'on m'a promis, je veux me retirer», c'est quoi l'impact derrière, sur le budget travaux? Est-ce qu'il faut rembourser et donc il y a une partie qui va être non financée ou? Non, parce que le client qui a acquis le bien, il a évidemment été au courant d'absolument tout ce qui a été fait. Quand c'est la rénovation, il est convoqué à l'Assemblée générale, il pose ses questions, etc. Il y a un suivi des travaux. Donc, il ne peut pas, si vous voulez, une fois qu'on a clôturé l'ASL et qu'on a levé les réserves, puisqu'ils sont convoqués pour les réserves, il ne peut pas nous dire, in fine, c'est pas quelque chose qui nous convient. Et si c'est un client de mauvaise foi, et ça nous est arrivé, bien entendu, l'ASL a quelques moyens coercitifs pour faire débloquer les fonds. Donc, on n'a pas de problématique de ce côté-là. OK. D'autres questions peut-être? Alors ça va venir, mais je te laisse poursuivre ta présentation. OK. Donc, aujourd'hui, on a sur tous les volants d'opérations, quelle que soit la fiscalité, on a une trentaine d'opérations en cours. Et pour que vous vous rendiez compte un petit peu, on a aujourd'hui un volant d'appartements qui correspond entre 530 et 540 logements, qui sont les commandes qui ont été faites. Et c'est un volant que l'on est obligé de rénover. Hein, donc, ça suppose qu'il y a un staff derrière pour pouvoir rénover. Et en fait, ce volant de travaux se déplace dans le temps entre les opérations qui sont livrées et les nouvelles opérations qui arrivent. Voilà. On essaie de travailler sur des grandes villes de France parce qu'on sait que le client investisseur, il est très informé et tant mieux, et ça me plaît bien. Et donc, évidemment, il faut pouvoir avoir une ville qui soit digne de ce nom pour permettre une revente à terme et éviter les villes-villages où finalement, certes, on aura un coût d'acquisition inférieur, mais la probabilité, si vous voulez, de prise de valeur du bien est moins importante. Et il y a une petite chose qui est importante aussi à bien comprendre. Bien souvent, lorsqu'on est investisseur en déficit foncier, on va rechercher la chose suivante, une grande ville, une quote-part de travaux extrêmement importante, ce qui est logique, hein, puisque c'est les travaux qui défiscalisent. On va chercher un loyer important et on va faire en sorte, on va demander à ce que le global du prix soit en dessous ou au prix du marché. Ça n'existe pas. Hein. Pour une raison très simple, c'est que nous, lorsque nous rénovons, le coût de la rénovation par mètre carré est une constante, quelle que soit la ville sur laquelle on fonctionne. Ce qui va faire cette variation de proportion de travaux, c'est l'acquisition du foncier. Hein. Comprenez que lorsqu'on achète un foncier, j'ai n'importe quoi, j'espère qu'il n'y a pas de Creusois parmi vous, mais au centre de la France, en Creuse, le foncier aura une toute petite valeur et quand on y adjoint ses travaux, on a une proportion de travaux extrêmement importante. Si je prends l'exemple inverse sur Paris, par exemple, eh bien, le coût du foncier étant tellement élevé que la proportion de travaux sera relativement faible. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que ça m'est arrivé d'avoir ces questions-là en disant, ben, regardez, sur telle ville, vous avez, je dis n'importe quoi, 40% de travaux, et sur telle autre, vous avez 80% de travaux. Ça suppose que sur la ville où il y a 40% de travaux, vous rénovez moins bien. Non, c'est pas ça. C'est simplement une question de proportion en rapport avec la valeur du foncier. Mmh.
Alors, je continue. Alors, on a parlé tout à l'heure du CPI, le contrat de promotion immobilière, donc je n'y reviens pas. On propose également, sans l'imposer, la partie locative, puisqu'on sait bien que les gens qui investissent ne souhaitent pas forcément s'occuper de leurs biens. Après, ils font ce qu'ils veulent, c'est juste une proposition. Donc, évidemment, on a un mandat de gestion avec toutes les garanties nécessaires, loyer impayé, dégradation, vacances locatives. Tout ça, ça fonctionne, on peut absolument le faire. Et dans le pack confiance que vous voyez apparaître, on a évoqué les prix forfaitaires et fixes, la GFA en vire, et puis évidemment, lorsque nous livrons le bien, on a une décennale, une dommage d'ouvrage et une biennale. La biennale concerne l'éventuel électroménager qui est à l'intérieur et la garantie fiscale et juridique, et ce n'est pas des moindres, délivrée sur 95% de notre stock par le cabinet Rivière. Donc, ça permet une chose, c'est de pouvoir investir en toute sécurité juridique et fiscale. Et tous ces produits liés donc au déficit foncier permettent de défiscaliser l'exercice en cours. Hein. Ce n'est pas comme un Pinel où on va chercher la DAT de l'immeuble. Aujourd'hui, quand quelqu'un achète en 2022 un appartement et qu'il paye sa cote par travaux, eh bien son effet de levier fiscal, il est immédiat sur l'exercice. Et je dirais même plus, il a intérêt à pouvoir investir en début d'année pour une raison très simple, c'est dans le cadre du prélèvement à la source. Vous savez que ça a été mis en place pour pouvoir faire varier l'impôt en fonction d'une variation d'un revenu. Et lorsqu'on fait une opération en déficit foncier, finalement, on coupe une partie des revenus qui correspond au bénéfice foncier. Et donc, dans cette hypothèse-là, vous pouvez très bien, une fois que l'opération est bouclée, aller sur impôt.gouv et faire diminuer le prélèvement à la source de votre client de telle manière qu'il ne dépense pas son impôt, puisque même si le prélèvement à la source a été mis en place, il y a néanmoins une déclaration fiscale qui est obligatoire, qui est faite en mai de l'année N+1 de l'acquisition, permettant à l'administration fiscale d'être au courant de l'opération qui a été faite. Et si on ne fait rien, l'avoir fiscal arrivera en septembre de l'année N+1. Donc, autant tout de suite, une fois que l'opération est faite, aller faire cette modification de prélèvement à la source. Et je pense que c'est un très bon argument de trésorerie qui permet au client de pouvoir jouir de son avantage fiscal immédiatement. Alors, j'ai des petites questions qui arrivent sur les packs déjà. Est-ce que les 2 packs sont obligatoires ou pas? Alors, les garanties, oui, elles sont obligatoires, elles sont incluses dans le prix. Hein, la décennale, la dommage ouvrage, on n'a pas le droit de livrer sans. Hein. La garantie fiscale juridique, on ne vendra pas sans garantie et son coût est également dans le prix des travaux, ce qui fait qu'il est défiscalisant. Voilà. Après, c'est simplement la partie gestion locative où il n'y a aucune obligation. Votre client fait bien comme il veut. S'il veut gérer lui-même son bien, nous, on n'y voit aucun inconvénient. C'est simplement un service que l'on apporte. Mais la garantie de première mise en location, elle est incluse dans le prix initial ou c'est Oui, quelque chose en plus? oui, tout à fait. Elle est incluse dans le coût initial, mais à condition que la personne prenne évidemment le mandat de gestion chez nous. D'accord, OK. Évidemment, c'est logique. Donc, le pack assurance avec la gestion locative, et cetera, là, pour le coup, c'est optionnel, vous le prenez ou pas? Mais il y a un petit aspect qui est intéressant aussi, c'est que tous ces produits en déficit foncier, on est principalement dans les cœurs de ville, sur des petites copropriétés. Et lorsque nous éditons nos stocks, nous avons une valeur locative qui est celle du marché. Donc, comprenez, quand on a 12 lots dans une ville comme Lille, comme Marseille, comme Toulouse ou autre, à faire donc louer, finalement, on aspire les locataires en place qui sont eux-mêmes dans des appartements peut-être dans la même rue, qui ont quelques problématiques avec les propriétaires bailleurs, où leurs appartements n'ont pas toutes les normes thermiques, phoniques, équipements, etc. Donc, on a vraiment très peu de difficultés à louer par ce biais-là. Ouais. Une question de Ludovic qui a pas forcément compris comment on pouvait faire, varier le taux de prélèvement à la source. Il indique, selon lui, que c'est que au motif d'une baisse de revenus que Mais c'est c'est le cas. possible. Mais c'est le Oui, cas. Et mais je c'est peux- parce qu'on n'a pas encore expliqué le Bien fonctionnement, sûr, bien sûr, de bien sûr. du En fait, déficit foncier. Mais, pour répondre à ce monsieur, il a parfaitement raison. C'est dans le cas d'une baisse ou d'une hausse de revenus que le prélèvement à la source varie. Et en opération déficit foncier, quand vous avez un client qui a un bénéfice foncier, on verra comment il s'articule, et qu'on annule ce bénéfice foncier, il subit le barème progressif. Donc, ça veut dire qu'on va diminuer son revenu imposable, factuellement. Et comment on diminue son revenu imposable? On peut effectivement diminuer le prélèvement à la source. donc ça, on va rentrer dans le détail, hein, pour vous. Ouais, Là, clairement. c'était un peu rapide, mais voilà, l'impact de cette opération, en investissement en déficit foncier, c'est que ça va diminuer votre revenu imposable et donc vos impôts et cette diminution,
comme on peut faire varier le prélèvement à la source quand on veut, eh ben, on peut le faire dès qu'on a investi. Une autre question sur l'écart de prix entre, le prix, je dirais, tout compris, d'une opération en déficit foncier avec le prix, dans l'ancien, en moyenne, on va dire. Ouais, ouais. Alors, ça, c'est la question de fond de notre métier. C'est l'objection numéro un, et à juste titre, quand on n'a pas d'information. C'est qu'évidemment, quand on prend le prix catalogue que l'on divise par la surface, on est grosso modo entre 20 à 40% plus cher que l'appartement qui est en face dans la même rue. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'on fait ces opérations-là, le législateur donc, a prévu par ce biais-là du déficit foncier un avantage fiscal conséquent pour évidemment que les immeubles soient rénovés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'il faut essayer de calculer, et c'est relativement facile, c'est le prix de revient d'une opération. Autrement dit, on prend le prix facial de notre catalogue auquel on retranche le gain fiscal inhérent à l'opération que l'on a faite et on arrive à un prix de revient. Je ne compte même pas les loyers. Et dans ce prix de revient, qu'est-ce qu'on va faire? Très bien, on a un prix. Est-ce que c'est un bon prix ou est-ce que c'est un mauvais prix? Moi, ma référence depuis des années, c'est le guide des valeurs vénales où je vais regarder dans la ville X quel est le prix d'un appartement ou le prix au mètre carré, peu importe, d'un appartement. Je me compare au neuf grand standing. Alors, vous me direz pourquoi le neuf et pourquoi le grand standing alors que vous faites de l'ancien? Parce que j'apporte les mêmes garanties que celles qu'on peut avoir dans le neuf, qui est donc la biennale, la décennale, l'aide de dommage d'ouvrage. Et si mon prix de revient ainsi calculé est aux valeurs vénales, je considère que j'achète bien. En revanche, si mon prix est supérieur aux valeurs vénales, là, il faut que je me pose deux questions. La première, c'est est-ce que le dispositif que l'on a proposé n'est pas trop puissant eu égard à l'impôt que l'on a effacé? Ça, c'est le premier point. Et le second point, est-ce qu'on n'a pas fait investir ou demandé à faire investir un montant qui est trop important par rapport à la fiscalité de la personne? Donc ça, c'est toujours la même chose. Et alors, on sait bien comment ça se passe, c'est que on va tous aller comparer le bien que l'on a à vendre avec le bien qui est en face dans la rue. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si le client investisseur va acheter son appartement en face, évidemment, il n'aura pas de dommage ouvrage, il n'aura pas de décennale, les parties communes de son immeuble ne seront pas rénovées. Nous, je vous rappelle que lorsqu'on fait une rénovation, c'est une rénovation dite lourde, à savoir on fait façade, toiture, ouverture, gros œuvre, seconde œuvre, partie commune et partie privative. Donc, dans le prix, il y a absolument tout. Alors que quand on va en face, il n'y a pas tout. Et quand bien même, quand quelqu'un met une annonce sur le Bon Coin en disant appartement rénové, en réalité, la rénovation qu'il a faite, il a fait le sol, les peintures, la cuisine et la salle de bain. Mais tout le reste n'est pas rénové. Donc, on ne peut pas comparer des choux et des carottes. Voilà, c'est la question. Est-ce que tu peux préciser à partir de quel niveau de TMI, c'est très adapté de proposer ce genre d'opération? Alors, j'ai envie de dire que c'est un niveau de TMI, mais c'est aussi une quantité de bénéfices fonciers. Alors, on va rentrer dans le détail après, mais je dévoile un petit peu les choses. Dans les opérations en déficit foncier, on a un report qui est fait d'une poche de déficit qu'on aurait constituée au titre des travaux. Et cette poche de déficit, elle est reportable pendant 10 ans. Je prends un exemple. Quelqu'un qui a 5 000 euros de bénéfices fonciers. Si on fait un calcul rapide, en 5 000 fois 10, ça fait 50 000. Eh bien, est-ce qu'il existe des opérations sur lesquelles il y a 50 000 euros de travaux? Chez moi, ça n'existe pas. Donc, il faut qu'il y ait un minimum, je pense, de 10 000 euros de bénéfices fonciers chez un client pour commencer à imaginer une opération purement en déficit foncier. Pour le cas précédent du client qui aurait que 5 000 euros de bénéfices fonciers, il est peut-être intelligent, dans ce cas-là, de faire soit une Malraux optimisée au déficit foncier, on y reviendra peut-être dans une autre conférence, soit une Pinel optimisée au déficit foncier. Dans ce cas-là, on a une valeur des travaux qui est plus faible et qui correspond aux bénéfices fonciers existants. Et enfin, dans le barème progressif, évidemment, plus la tranche est élevée, plus c'est intéressant. Quand vous avez quelqu'un qui a une tranche à 41, auquel on verra comment se rajoutent les prélèvements sociaux à 17,2, on a près de 58% d'effet de levier sur les travaux. Quand on a une tranche à 30, si on rajoute 17,2, on a 47,2. Donc, en fait, quand on fait ce calcul-là, on s'aperçoit très vite que si le client est éligible au déficit foncier, son effet de levier sur cette notion de travaux, il est bien plus important qu'une Malraux qui est à 30%, il est bien plus important qu'un Pinel qui est à 21%. C'est beaucoup plus, je dirais, technique
et un effet de levier bien plus important quand on fait une opération en déficit foncier. Mmh. Mais après, il Alors faut que j'explique parce que là, en fait, on anticipe un petit peu. ouais, mais effectivement. Ça deviendra plus clair quand tu vas comparer, quand tu vas vraiment rentrer dans le détail de tout ça. Juste une information sur les prix. Sur GridKey, vous avez donc un recensement de quasiment toutes les opérations déficit foncier qui sont proposées sur le marché et vous avez une comparaison systématique avec notre approche, avec nos indicateurs qui évaluent chaque opération. Et un de ceux-ci, c'est le positionnement du prix de l'opération, travaux compris évidemment, par rapport au prix dans l'ancien. Donc ça vous donne déjà ce rapport et vous pouvez voir celles qui ont les prix les plus intéressants de ce point de vue-là. OK. Je poursuis, c'est bon? Les Vas-y, questions? je t'en prie. Allez. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, pour ceux qui sont très à l'aise sur le déficit foncier, vous m'en excuserez, mais je reprends vraiment à la base, parce que j'imagine que si vous êtes présent à écouter cette masterclass, ben, c'est qu'il y a quelques lacunes que vous avez en déficit foncier, donc je reprends à zéro. Donc, lorsqu'on travaille tous, qu'on soit médecin, qu'on soit salarié, peu importe, nos revenus sont soumis à ce qu'on appelle le barème progressif, qui est constitué de différentes tranches de 0 à 49%. Alors, 49%, c'est quoi? Pourquoi est-ce que les gens ne connaissent pas cette tranche-là? C'est pour les gens qui ont beaucoup de revenus. C'est ce qu'on appelle l'amendement Fillon, qui nécessite une taxation supplémentaire à partir d'un certain nombre d'euros de revenus et en fonction du nombre de parts. Et on peut effectivement monter dans le barème progressif jusqu'à 49%. Ensuite, on a une série de revenus taxables, donc je disais bénéfices fonciers, etc., dividendes et salaires. Et on verra tout à l'heure cette notion de bénéfices fonciers. Et une chose qui est importante, c'est la sémantique. Quand on parle de réduction d'impôt, c'est un impôt que l'on enlève, c'est une somme, pardon, que l'on enlève de l'impôt à payer. Et lorsqu'on parle de déduction fiscale, c'est une somme qu'on retire du revenu imposable, ce qui est vraiment différent, parce que bien souvent, on fait la confusion, on dit que vous aurez une réduction d'impôt de temps. Là, quand on est sur du déficit foncier, comme c'est une somme que l'on va enlever du revenu imposable, on parle bien de déduction fiscale. Et cette déduction fiscale subira les différentes tranches du barème progressif. Et en France, on n'aime pas malheureusement les propriétaires bailleurs. Et donc, on va faire en sorte, enfin l'État fait en sorte qu'il soit extrêmement fiscalisé, puisque le bénéfice foncier, on verra comment on obtient un bénéfice foncier, il fait l'objet d'une double taxation, puisqu'il va augmenter le revenu imposable, donc il va être soumis au barème progressif, et comme ce n'est pas encore suffisant, on va lui adjoindre les prélèvements sociaux, CSG, RDS, pour une valeur de 17,2. Je rappelle juste pour mémoire que quand M. Rocard, ancien Premier ministre, il y a quelques décennies, avait créé la CSG et le RDS, c'était donc pour combler le trou de la sécurité sociale, entre autres, et de rembourser la dette sociale, RDS. Et quand ça a démarré, c'était à 1,1%, et on nous avait juré craché que ça durait 1 an. Et bien, 30 ans après, les prélèvements sociaux sont assis sur une quantité phénoménale de revenus et ils sont à 17,2. Bon, c'est comme ça, on est en France, on sait bien que les paroles politiques ne sont pas forcément la stricte vérité, mais ça ne n'engage que moi. Alors, comment est-ce qu'on obtient un bénéfice foncier? Eh bien, lorsque nous sommes propriétaires d'un ou deux appartements, nous louons ces appartements. Ça génère un revenu foncier. C'est le montant des loyers que l'on perçoit. Bien. En face de ce revenu, comme une entreprise, on a des charges. On paye la taxe foncière, on paye l'assurance propriétaire non occupant, on paye éventuellement des intérêts bancaires si on est emprunté, on paye tout un tas de choses. Et ce qui va être taxé, comme dans une entreprise, c'est la différence entre mon chiffre d'affaires qui est constitué de ces fameux loyers et de mes charges. Et c'est ça, si cette différence entre revenus et charges est positive, et ben à ce moment-là, on aura donc un bénéfice foncier. Et si la différence entre les loyers encaissés et toutes les charges est négative, bah, on est comme une entreprise qui fait du déficit. Si on fait du déficit, on n'a pas d'IS. Et ben là, c'est pareil. Si on fait du déficit, et ben, on n'a pas d'imposition et pas de CSG non plus. Donc, les bénéfices fonciers, vous l'avez compris, ils sont taxés à 2 reprises, sur le barème progressif et au titre de la CSG, c'est ce que j'inscris là. Et enfin,
Lorsqu'on fait une opération en déficit foncier, on va aller écraser le bénéfice foncier existant. Je prends un premier exemple ici. Si on a de la location de ces immeubles un bénéfice foncier de 10 000 euros, eh bien ces 10 000 euros, ils vont aller impacter le revenu imposable, donc ils vont aller augmenter le revenu imposable. Supposons que dans mon exemple, votre client soit sur une TMI, une tranche marginale d'imposition à 30%, eh bien les bénéfices fonciers subiront une taxation au titre de l'impôt à 3 000 euros. Et enfin, ces 10 000 euros, toujours, ils subissent les charges sociales avec 17,2, donc pour une valeur de 1 720 euros. Ça veut dire que quand votre client ou vous-même avez 10 000 euros de bénéfices fonciers, écoutez bien, on reverse 4 720 euros, donc 47,2% à l'État. Et ça, c'est uniquement un exemple où on a une tranche à 30. Imaginez quand on a une tranche à 41, 45, voire 49, on redonne presque tout à l'État. Donc ça, c'est pour juste poser le principe général. Alors, j'ai inscrit une 2044, c'est l'imprimé spécial que l'on doit remplir. Il y a plusieurs colonnes sur lesquelles vous pouvez mettre chaque immeuble avec les revenus et les charges, et ça permet de calculer s'il y a un bénéfice ou pas. Et lorsqu'on fait une opération en déficit foncier, l'objectif, vous allez le voir, c'est de pouvoir créer une charge qui va venir écraser le bénéfice foncier existant. Je l'explique d'une autre manière. Donc, voici ma 2044. D'un côté, vous avez les revenus, de l'autre côté, vous avez les charges. Très bien. On perçoit des loyers, tout va bien, donc on va les inscrire sur la partie revenus locatifs. Et ensuite, on paye des charges, ce que j'ai évoqué précédemment, intérêts bancaires, assurances, taxes foncières, charges de copro, frais de gestion locative, tout ce qui est inhérent à l'activité de l'immeuble, enfin de ces deux appartements. Et donc, si on est en positif, quand on fait la différence de ces deux postes, c'est du bénéfice foncier taxable. Et si on est en déficit, par définition, il est non taxable. Et le principe d'une opération en déficit foncier, il est d'inscrire dans la colonne charge le montant des travaux de rénovation. Donc, si on inscrit un montant de travaux de rénovation de 30, 40, 50, 60 000 euros, peu importe, vous êtes d'accord que si on a 10 000 euros de bénéfice foncier et qu'on a une charge de travaux à 50 000, on aura écrasé la totalité du bénéfice foncier existant et donc on va économiser la taxation liée à mes fameux 10 000 euros de bénéfice foncier. Voilà le principe du déficit foncier, c'est créer une charge de travaux permettant de l'inscrire en moins sur le bilan de cette opération et ainsi de pouvoir effacer les bénéfices fonciers des autres opérations que je peux avoir. 2044, normal ou spécial? Spécial, c'est pour le monument historique, normal. 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 Alors, ici, je reprends, mais avec d'autres mots, et on va parler des fameux 10 007 et du fameux report. Donc là, je suis sur un exemple d'un client qui a une TMI à 30% avec 10 000 euros de bénéfices fonciers et, ben, ma foi, il fait une opération sur laquelle il va pouvoir réaliser 60 000 euros de travaux. Donc, je ne sais pas si on voit mon curseur. Oui. Ouais. Donc ici, vous avez le bénéfice foncier existant. On va dire qu'il avait déjà 10 000 euros de bénéfice foncier. Il fait cette fameuse opération et il règle sur le compte de l'ASL 60 000 euros. Vous êtes d'accord que 60 000 euros en négatif vient comprimer complètement le bénéfice foncier existant et donc il va économiser la fiscalité liée à ces 10 000. Donc sur les 60 000 que l'on a versés, on a utilisé 10 000 euros. Il nous reste donc une poche de 50 000 euros de déficit qui n'a pas eu d'utilité fiscale. Eh bien, à partir du moment où la charge des travaux dépasse le bénéfice foncier existant, eh bien, de manière automatique, sans qu'on ait rien à faire, il y a un plafond maximal de 10 700 euros qui vient impacter le revenu global en négatif. Et là, on parle bien pas seulement des revenus locatifs, mais des revenus globaux. Là, on parle des 10 700, c'est du revenu global, absolument, Ouais. du revenu imposable. Donc ça, c'est un point important. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des loyers en cours, mais peu importe à la limite, puisque de toute façon, vous avez ces 10 700 euros sur vos revenus globaux qui vont être effacés. À la seule condition, je répète, hein, c'est que la charge des travaux dépasse le bénéfice foncier. Si par exemple, dans mon exemple, on n'aurait versé que 10 000 euros de travaux, eh bien, j'ai rien qui dépasse le bénéfice Bien sûr. foncier. Dans ce cas-là, je n'ai pas de 10 700. Mais si, par exemple, imaginons que je n'ai pas de loyer, je Oui. touche 0 loyer.
Oui, Donc là, j'ai tous les travaux vont en déficit foncier directement oui, exactement. Et là, et il y a 10 700, il y absolument. a 10 700 € chaque année, c'est Non, ça? Ah, justement, il faut faire très attention à ça. C'est que il faut bien comprendre, c'est la charge des travaux, donc le versement des travaux, qui fait que s'il dépasse le bénéfice foncier, on peut remonter un plafond maximal de 10 700. Mais quand on a une poche de déficit après qui se reporte pendant 10 ans, ce n'est pas une charge de travaux, c'est un report. Donc il n'y a pas de 10 700. D'accord? C'est ce que j'inscris ici. C'est-à-dire que ici, on a 50 000 € de déficit global, donc qui dépasse évidemment les bénéfices fonciers qu'on a eu précédemment. Donc il y a 10 700 qui automatiquement viennent diminuer le revenu global. Et il me reste une poche encore de 50 000 moins 10 700 qui a été utilisée. Il me reste 39 300 de déficit foncier qui n'ont pas eu d'utilité fiscale. Eh bien, ces 39 300, ils sont reportables pendant 10 ans, ils ne sont pas perdus. et ils interviennent comment l'année 2 par Alors, exemple? l'année numéro 2, c'est 39 300 €. Ils viendront impacter le bénéfice foncier existant. Donc, imaginons dans mon cas d'espèce, si on est à l'année numéro 2 et que j'ai une poche de 39 300 et que j'ai 10 000 € de bénéfice foncier, il va me rester 29 300 qui arrivera sur l'année numéro 3. Je n'aurai utilisé que 10 000. D'accord. Les années suivantes, on ne peut pas le faire déborder sur le revenu global? Non, on ne peut le faire déborder qu'à partir du moment où on décaisse en plusieurs fois. Hein, imaginons que mes 60 000 € de travaux qui sont ici, je décide de les décaisser en 2 fois. Une fois 30 000 sur l'exercice 1 et une fois 30 000 sur l'exercice 2. Donc, si je fais 30 000 versus 10 000, il va rester 20 000. Donc, on a bien dépassé le bénéfice foncier existant au titre de la charge des travaux. Et dans ce cas-là, il y a 10 700 qui remontent sur le revenu global parce que j'ai payé 30 000. Et si l'année numéro 2, je recommence avec mes 30 000, c'est le même principe, j'aurai de nouveau 10 700 qui remontent sur le revenu global. Je peux l'étaler sur combien d'années ça, les 10 travaux? ans. Ah, la charge des Le travaux, coût des travaux, ouais, jusqu'à la livraison de l'immeuble, jusqu'à la livraison de l'immeuble. Donc bien j'ai sûr. plutôt intérêt évidemment à imaginons et ça dure combien de temps généralement? Ça dure entre 2 et 3 ans. D'accord. Alors, il y a une chose qui est importante euh, euh, sur cette notion de 10 700. Vous avez compris que les 10 700 viennent comprimer le revenu imposable. Donc, en fait, l'économie fiscale, si dans mon exemple ici, on a une TMI à 30, 10 700 fois 30, ça fait grosso modo 3 200 €. D'accord? Et si je décaisse en plusieurs fois, chaque fois, je ne vais avoir qu'un effet de levier de la tranche marginale d'imposition. Il est donc bien plus intelligent dans une opération en déficit foncier, et le système d'ASL que je décrivais précédemment nous le permet, de faire décaisser à votre client 100% de ses travaux. Alors, on me dira, mais pourquoi 100%? Quel est l'avantage? L'avantage, il est très simple, c'est qu'on ne va, entre guillemets, gaspiller une seule fois 10 700 fois la tranche, et le solde ainsi constitué, lorsqu'il va se reporter pendant 10 ans, il va écraser un bénéfice foncier qui, lui, est taxé à la tranche à 30, plus les 17,2 de CSG. Donc, on aura un effet de levier de 47,2 versus 30 pour les 10 700. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais c'est super important, ça, dans le conseil qu'on Non, peut donner à nos clients. je t'ai pas suivi là. Quand on déduit 10 700 du revenu global, ces 10 700, lorsqu'on les enlève du revenu global, ils subissent uniquement la tranche marginale d'imposition. Ah, il y a D'accord? pas oui d'accord. Il Donc, y a pas sur l'impôt sur les revenus, en gros, il a été émis sans les 17,2 exactement. de prélèvements Donc, sociaux. ça veut dire que l'effet de levier sur mes 10 700, même si c'est sexy à voir que chaque année on a 10 700 fois sa tranche, finalement, quand on fait le calcul mathématique, il est moins intéressant d'avoir 10 700 fois 30 plutôt qu'un montant éligible à la tranche à 30 plus les 17,2, à savoir à 47,2. Donc, c'est quand on décaisse en une seule fois, on va gaspiller, entre guillemets, une seule fois 10 700 à la tranche à 30, mais le solde du report, qui est reportable pendant 10 ans, lui va venir écraser un bénéfice foncier qui est lui-même taxé à la tranche plus la CSG. Donc, on aura un effet de levier 30 plus 17,2, 47,2, et donc un meilleur gain fiscal. Donc Alors, OK. on va voir, après j'ai des exemples précis, comme ça vous verrez comment ça fonctionne, mais vraiment, il y a deux strates. Il y a le premier strat, quand on décaisse un travaux, si je me résume, on décaisse des travaux, si ce montant de travaux est supérieur au bénéfice foncier existant et dans la limite de 10 700, on écrase le revenu global. Et ensuite, le solde, la poche de déficit qui reste, elle se reporte sur les bénéfices fonciers des 10 années suivantes. D'accord?
Et ce 10 007, c'est automatique. Et le report, lui, comme ce n'est pas un paiement de travaux, mais un report comptable, il ne permet pas de déduire 10 700 euros du revenu global. C'est ça la règle. Donc, si je prends mon exemple, toujours ici, quand j'ai décaissé donc mes 60 000 euros de travaux, j'ai donc écrasé mes 10 000 euros de bénéfices fonciers. L'effet de levier, il est lequel? J'ai donc 10 000 euros fois la tranche, hein, puisque les bénéfices fonciers étaient soumis au barème progressif. Donc, j'ai 3 000 euros d'économie fiscale. Okay, j'ai 10 000 euros fois les charges sociales, les fameux 17,2 auxquels était toujours soumis le bénéfice foncier existant, donc pour 1 720 euros. Et comme j'ai utilisé 10 700 euros qui vient comprimer le revenu global et que j'ai considéré que mon client avait une TMI à 30, mon économie, c'est 10 700 fois 30, à savoir 3 210. Okay, et donc, j'ai une économie cette première année de 7 930 euros. Et là, on voit bien ici que l'effet de levier des 10 700, c'est uniquement 30%. Alors que l'effet de levier sur 10 000 euros, c'est 30 plus 17,2. Donc, on a 17,2 de supplément. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut décaisser en une seule fois la valeur des travaux, fiscalement, j'entends bien, hein, pour pouvoir bénéficier d'un gain fiscal plus important et ne pas gaspiller à chaque versement des travaux sur chaque exercice cette notion de 10 700 qui ne subira qu'un effet de levier de la tranche marginale d'imposition qui, dans mon exemple, est à 30. Ça rentre dans le cas des plafonnements de niche fiscale ou pas tout Non, ça? non, on n'est pas dedans. On n'est pas dedans, hein. Il n'y a pas de loyer plafonné, il n'y a pas de zone, il n'y a pas de conditions de ressources des locataires, tout ça, ça n'existe pas. On est dans un régime de droit commun. OK pour ça? Alors, on va continuer, vous allez voir, j'ai d'autres exemples qui vont me permettre de bien vous faire comprendre ce qu'il en est. Il vaut mieux décaisser tout en même temps parce qu'on minimise le débordement sur le revenu global jusqu'à un maximum de 10 700 euros qui, Exactement. lui, est taxé à juste la TMI et pas la TMI plus les 17,2% de prélèvements sociaux qui est le taux de taxation des revenus fonciers Des et, bénéfices. et sur lequel, là, votre bénéfice foncier peut être appliqué chaque année pendant 10 ans pour Exactement. son surplus. Exactement. Exactement. Là, j'ai fait un petit résumé des obligations à respecter. Donc, on a vu que le dispositif est hors plafonnement de niche fiscale. On a vu qu'il n'y avait pas de conditions de ressources. On peut faire ces investissements sur des immeubles dont l'antériorité et ce sont des immeubles d'habitation. Ça peut être des bureaux, mais si avant c'est de l'habitation, il faut que ça soit de l'habitation. Hein, c'est l'origine de l'immeuble doit être en habitation. Voilà. C'est pour ça que de temps en temps, on peut avoir des bureaux. Hein, notamment, on a une opération à Marseille où l'immeuble avait été transformé en bureaux, mais à l'origine, le règlement de copropriété stipulait que c'était de l'habitation, et donc par définition, si c'était de l'habitation, c'est éligible au déficit foncier. On a vu que à chaque imputation des travaux, lorsqu'on verse des travaux, si on va au-delà du bénéfice foncier, il y a ces fameux 10 700 qui remontent sur le revenu global. Et ensuite, il y a une condition de location qui est impérative dans ces opérations de déficit foncier. Il faut donc louer le bien en location nue, donc pas en meublé, donc voilà, en revenu foncier, jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant l'imputation sur le revenu global qui a été pratiqué. Donc, quand le client verse 100% de ses travaux, on a été impacté son revenu global à hauteur de 10 700, le compteur démarre. D'accord ? Et au 31 décembre de la troisième année, on peut switcher en loueur en meublé pour éviter la taxation des revenus fonciers. Le solde de la poche de déficit que l'on a constitué, il n'est pas perdu, il se reporte sur 10 années. Et la catégorie de travaux qui est éligible au déficit foncier, ce sont des travaux dits d'entretien, de réparation et d'amélioration. C'est pour ça que de temps en temps, quel que soit l'opérateur d'ailleurs, vous trouverez sur les stocks, quand vous êtes sur du déficit foncier, une petite partie des travaux qui est non éligible. Je prends un exemple. Lorsqu'on a un appartement et qu'on veut créer une fenêtre, par exemple, c'est de la création. C'est pas de l'amélioration, c'est pas de la réparation, c'est pas de l'entretien. Donc, les travaux inhérents à la création soit d'un chien assis, soit d'une composante de l'immeuble, ne seront pas éligibles au déficit foncier. Donc ça, c'est le cabinet d'avocat fiscaliste, lorsqu'on lui soumet notre contrat de travaux avec tous les postes, nous dit ça c'est bon, ça c'est pas bon, et comme ça, nous, on le répercute sur la grille tarifaire. Une question sur la troisième année dont tu parles, c'est la troisième année à partir de la première année de versement des appels de fonds travaux ou de mise en location?
Non, versement de travaux. Et en D'accord, fait, donc ça va dépendre comment verse le client. S'il suit le conseil de son conseiller qui lui a dit, monsieur le client, versez en une seule fois le montant des travaux, bah, le compteur démarre. Si pour des raisons autres, il doit verser en 3 fois pendant la fabrication, c'est le dernier impact, donc à la livraison, entre guillemets, que les 3 années démarrent. d'accord. Donc si j'ai 3 ans de construction, que je paye la première année 100 des travaux qui, sont ma quote-part de travaux, et ben, à la livraison, je peux passer directement à l'MNP. Exactement. Et c'est là où c'est un peu incompréhensible, entre guillemets, mais ça fait partie d'une des hérésies de ce dispositif, c'est qu'évidemment, pendant la construction, on ne peut pas louer. Mais Évidemment, non, puisqu'ils sont en train de rénover. Mais c'est garanti par le cabinet d'avocat fiscaliste et ça fait partie des textes. Donc, on peut le faire. magique. OK pour ça? Mmh. Alors, je vais continuer. Je ne sais pas quelle heure il est, si je suis dans les temps. Juste, 11h58. Ludovic, on a répondu à votre question, hein. C'est bien les 3 ans, ils démarrent lorsque l'investisseur a payé 100 des travaux qu'il doit. Lorsqu'il a fini de payer 100% des travaux qui ont été impactés sur le revenu global, oui. Alors, s'il y a d'autres questions, j'y réponds volontiers, mais comme je vois que l'heure tourne, il On faudrait que peut j'arrive. faire un différé, sur le prêt aussi, hein. Ah oui, bien sûr. Après, on peut C'est faire ce qu'on comme veut. toute opération avec un délai de travaux, les Bien sûr. banques acceptent ça. On peut faire ça. On peut également, pour pouvoir augmenter la quote-part des charges inhérentes aux intérêts bancaires, si le client a de quoi nantir, on peut faire un financement in fine, parce qu'évidemment, la mensualité sera constituée que d'intérêts bancaires. Donc, on aura un différentiel moins important puisqu'il n'y a pas de capital. Par contre, il faut qu'il nantisse un capital pour que la banque puisse générer le capital in fine, donc à la fin du prêt. Et moi, je vois deux avantages à cela quand on fait un prêt in fine. Le premier, c'est que, évidemment, on est presque une opération qui est équilibrée, puisque la mensualité est plus faible et que le gain fiscal est plus important au titre de la masse des intérêts bancaires. Et le deuxième avantage que j'y vois, c'est en cas de décès de l'investisseur, ses ayants droit auront le bien payé par l'assurance liée au prêt et ils récupéreront évidemment la somme qui a été nantie par la banque qui a fait des petits pendant ce temps-là. Encore, me direz-vous, il faut décéder, ce qu'on ne souhaite à personne, mais patrimonialement, ça peut avoir du sens pour des gens qui veulent protéger leur famille, de pouvoir, par ce système de financement, amener une protection à leur famille. Alors, je vais prendre un exemple sur 3 exercices d'un client qui a, voyez-vous, une TMI ici à 41, qui a uniquement 10 000 euros de bénéfices fonciers et qui fait faire une opération avec 120 000 euros de travaux. La première année, donc sur l'exercice 2022, il décide de décaisser que 40 000 euros. D'accord? On lui a quand même dit qu'il fallait décaisser 100%, mais il veut décaisser sur plusieurs exercices. Après tout, pourquoi pas? Donc, dans le fonctionnement, on a une charge de travaux de 40 000, on a un bénéfice foncier de 10 000, donc on va utiliser 10 000 euros pour mettre à zéro le bénéfice foncier. Il va donc nous rester un déficit global de 30 000. Comme on a dépassé le bénéfice foncier existant et qu'on a une charge qui reste en termes de déficit, de manière automatique, il y a 10 700 euros qui viennent impacter le revenu global. Et il va nous rester une poche de déficit qui n'a pas été utilisée fiscalement, correspondant à 30 000 moins les 10 700 qu'on a utilisés ici, à 19 300 euros, qui seront, eux, utilisés sur l'exercice 2022 qu'on va voir. En termes de fiscalité, on a 3 postes. Le premier, c'est les fameux 10 700 qui viennent en déduction du revenu global, qui subissent, dans mon exemple, la tranche à 41. Donc, on a une économie de 4 387 euros. Et ensuite, c'est la fiscalité inhérente au bénéfice foncier qui a subi donc les 41% de ma TMI ici, plus les fameuses charges sociales à 17,2. Donc, ça fait un résultat à 4 100 et 1 720. Donc, le client ayant décaissé 40 000 euros de travaux a un gain fiscal sur cet exercice de 10 207 euros. On passe à l'exercice suivant, où pareil, mon client redécaisse 40 000 euros de travaux. Même principe, les 40 000 vont servir pour une valeur de 10 000 euros à écraser ce bénéfice foncier existant. On aura donc une poche globale de 30 000 qui va nous rester. De ces 30 000, puisqu'on a dépassé le bénéfice foncier au titre de la charge des travaux, eh bien, on a le droit de faire remonter 10 700 sur le revenu global qui vont subir la tranche. Et il va nous rester donc 30 000 moins 10 700. Il va nous rester 19 300 euros de travaux qui n'ont pas été utilisés sur l'exercice 2023 lié au décaissement des travaux de l'exercice 2023. Mais
il ne faut pas oublier les 19 300 qu'on avait l'année précédente, qui vont venir se reporter sur cet exercice, et les deux déficits ainsi constitués feront 38 600 de poches de déficit qui n'ont pas encore été utilisées, qui vont être reportées sur l'année 2024, puis 2025, etc. En termes de gain fiscal, bon, on a le même effet de Ouais. levier. Une petite 41, question, juste une petite précision là-dessus. Donc il y a bien évidemment comme il y a des décaissements de travaux sur des années, différentes qui dépassent le bénéfice foncier, ça crée à chaque fois des déficits fonciers, propres à chaque année. oui, Les 10 ans de report, ils sont propres à chaque tranche, chaque exactement. décaissement. Donc Exactement. le déficit C'est de simple. 2022, il est reportable 10 ans. Celui de 2023, il est reportable 10 ans à partir de 2023. Exactement. C'est 10 ans glissants, c'est exactement ça. Tout à fait. Donc, on a un gain fiscal puisqu'il a versé la même valeur des travaux de 10 207, identique à l'année précédente. La seule différence, c'est que ma poche de déficit est plus importante puisqu'on a décaissé sur 2 reprises. Arrive l'exercice 2024, il va donc solder ses travaux, d'accord, puisqu'il avait 120 000 euros de travaux, qu'il a déjà versé 40 et 40, plus 40, ça fait bien 120. Même principe, on a une poche de déficit de 30 000, on a 10 700 qui s'impute sur le revenu global, on a un déficit de l'exercice 2024, 30 moins 10 700 à 19 300, et on n'oublie surtout pas, ici, de reporter sur sa déclaration le déficit des années précédentes qui se cumule au déficit de l'année en cours, pour une valeur ici, dans mon exemple, de 57 900 euros. Et ensuite, on recalcule les gains fiscaux de l'exercice 2024, j'y reviens pas, 10 700 fois 41 et les 10 000 euros de bénéfices fonciers qui ont une fiscalité qui a été effacée. Et ensuite, comment est-ce que je fais pour calculer l'effet de levier de cette poche de déficit? Eh ben, je considère que j'ai 10 000 euros de bénéfices fonciers qui sont taxés à 41 plus 17,2. Donc, en fait, cette poche, elle subira un effet de levier fiscal de 58,2, donc 41 plus 17,2 sur la totalité, ce qui fait 33 697 qui seront sur le jeu du report jusqu'à l'utilisation totale, donc 3 ans et quelques, hein, évidemment, 5 ans et quelques, pardon, puisqu'il y a 57 000 et qu'on a 10 000, donc c'est 5,7 ans à peu près de fiscalité en moins. Donc, on a un gain fiscal total de 43 904. Je précise une chose ici, c'est que dans cet exemple simplifié, je n'ai pas tenu compte des intérêts bancaires, je n'ai pas tenu compte de tout ça. Hein. Là, c'est vraiment pour que vous ayez de l'articulation. Et après, vous aurez une simulation où tout est inclus à l'intérieur. Petite précision à nouveau, la dernière ligne, déficit global reportable 2025, 57 900 et le gain fiscal, 3 en 6 dernières lignes. Ça, c'est pas le gain fiscal de 2024, c'est la synthèse de la totalité de ce qui reste Exactement. à Sur, 2000 percevoir en termes de gain fiscal sur les années qui vont venir. sur 2024, on aura toujours 10 207 puisqu'on a le même poste, ici et là. En revanche, cet effet de levier-là, il est dilué sur les années suivantes. Le gain fiscal, alors il y a une question de Clément, là-dessus. Donc, on a bien vu que c'est une déduction, c'est-à-dire que c'est un mécanisme, qui vient d'une déduction fiscale, c'est-à-dire d'une diminution des revenus. Et c'est en gros, c'est le gain, en impôts non payés par votre client grâce à cette opération. Exactement. Exactement. Donc, on voit ici, en résumé, pour un paiement de 120 000 euros de travaux, avec une tranche à 41 et avec tout ce qu'on a vu précédemment, on a une économie fiscale de 64 318 euros, soit à peu près 53% de la valeur des travaux. Donc, ça a du sens. Hein. C'est pour ça que les opérations en bénéfice foncier, dès qu'un client a 10 000 euros de bénéfice foncier et qu'il a une tranche à 30, à 11, il faut calculer, puisque 11 plus 17,2, ça fait 28%. Il faut voir si ça a du sens versus une Malraux qui est à 30 pour gagner 2 points. Mais à partir du moment où votre client a une TMI à 30, enfin, il y a des euros taxés à 30, ça a du sens de lui faire une opération en déficit foncier. On n'a pas le choix, hein, de faire le débordement sur les impôts, l'imputation sur les revenus globaux là, jusqu'à 10 700 €. Non, Ça se fait ça se fait automatiquement. automatiquement, ouais, ça se fait automatiquement. Par contre, si on n'a pas les 10 700, mais qu'on n'a que 5 000, ça sera que 5 000 qui vont remonter. On est d'accord. Hein. Ce n'est pas automatiquement 10 700. Ça dépend de l'importance des travaux versus le bénéfice Bien foncier. sûr. Hein, si on a un bénéfice foncier de 10 000 et qu'on verse 15 000 euros de travaux, ce qui va remonter, c'est 5 000. Ce n'est pas 10 700. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais c'est important. Hein. Oui. Les 10 700, c'est à partir du moment où on a suffisamment de poches de déficit dans laquelle on peut aller prélever 10 700. Mais si cette poche de déficit, il lui reste que 5 000 lorsqu'on a versé ses travaux, ben, il n'y a que 5 000 qui va remonter sur le revenu global. OK?
Alors, je vous ai fait une simulation sur un vrai lot et un vrai profil client où on voit, alors rapidement, parce qu'après, c'est les résultats qui vont compter. Ici, vous avez un client qui a donc 82 200 euros de revenus imposables, dont ici 12 000 euros de bénéfices fonciers. D'accord ? Il fait un investissement, dans mon exemple, sur une ville comme Sète. Il a un T1 de 25 mètres carrés et il y fait faire 142 536 euros de travaux. Le coût global de son opération, frais de notaire compris, c'est 198 000. Il y a 142 536 inclus dans ce prix-là. Et ça, c'est la valeur de ces loyers qui sont des loyers de marché. Alors, la première chose qu'on regarde, c'est évidemment ici la décomposition de ces revenus sur le fameux barème progressif des différentes tranches. Et on s'aperçoit tout de suite qu'ici, il y a 30 060 euros qui sont taxés à 30%. Donc, ça nous arrange bien, puisque comme il n'a que 12 000 euros de bénéfices fonciers, on sait que l'intégralité de ces bénéfices fonciers vont être traités à 30%. Si on était entre deux tranches, eh ben, si on avait, mettons, 10 000 euros ici à 41 et 30 000, mais ce n'est pas la réalité, mais imaginons que ce soit le cas, eh ben, on aurait une partie de son bénéfice foncier qui serait traitée à 41 et une autre partie à 30. C'est pour ça que faire à la main ces calculs-là, ou alors soit il faut un tableur Excel, mais on a des simulateurs qui fonctionnent très bien et qui permettent d'avoir des résultats relativement rapides. Donc ici, c'est la manière dont je le finance. Alors là, c'est un financement classique sur 20 ans. J'ai ici la valeur du foncier plus les frais de notaire à hauteur de 55 000 euros. Et ici, c'est la quote-part des travaux. Et voyez-vous, là, je l'ai vraiment versé one shot en une seule fois pour éviter ce fameux gaspillage des 10 700 euros. Eh bien, on s'aperçoit dans la synthèse, on verra comment on trouve ces chiffres. J'ai fait une photographie ici à 10 ans et une photographie ici à 20 ans. Eh bien, à 10 ans, le petit chiffre que vous voyez apparaître ici, c'est son différentiel, l'épargne nécessaire pour pouvoir équilibrer les comptes entre les entrées et les sorties. Il faut qu'il verse 302 euros par mois et à ce moment-là, il équilibre ses comptes et il fait son opération. Et s'il l'amène sur 20 ans, on voit que son différentiel augmente pour une raison très simple, c'est que évidemment la fiscalité de l'opération va revenir, puisqu'à un moment donné, on va régénérer de l'impôt à cause de cette opération-là, et que le gain fiscal qu'il a ainsi constitué à l'origine, il est dilué sur une plus grande période, donc c'est normal que son différentiel augmente. Après, je vous passe les détails, ce n'est pas le plus important, le capital acquis, etc. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est la page suivante, où on va voir finalement comment ça fonctionne en termes de flux de trésorerie. Donc, on a plusieurs lignes, enfin colonnes, je veux dire, recettes, dépenses, soldes et capital. Dans les recettes, j'ai mes loyers. Donc, les loyers sont à zéro sur les premières années puisque ce n'est pas livré. Ensuite, on a un seul mois de loyer puisqu'on livre en novembre. Et ensuite, on a une année pleine de loyer que j'ai indexé à 1%. Ensuite, on voit apparaître ici le gain fiscal. Alors, on voit ici que sur l'exercice 2022, on a zéro, alors que je vous ai dit qu'il était possible de défiscaliser l'exercice 2022. Eh bien oui, seulement là, j'ai pris le cas de quelqu'un qui n'a pas été faire cette démarche sur le prélèvement à la source et donc qui a déclaré son opération en mai 2000, qui déclarera, pardon, son opération en mai 2023 et qui aura son avoir fiscal, évidemment, en septembre 2023. C'est pour ça que le gain fiscal de l'exercice 2022 en flux de trésorerie, il n'apparaît dans ma simulation que sur l'exercice 2023. Donc, on a ici 8 874 euros. Alors, comment est-ce qu'on calcule cette somme-là? Ça, c'est la première question qu'il faut se poser. Eh bien, souvenez-vous, c'est très simple, on a 12 000 euros de bénéfices fonciers. On a tiré les travaux en une seule fois. Donc, on a mis 144 000 euros de travaux. Donc, on a écrasé, bien entendu, les 12 000 euros de bénéfices fonciers. Or, ces 12 000 euros, ils subissaient la tranche à 30, donc 12 000 fois 30, ça fait 3 600 si je compte bien. Ensuite, comme on a écrasé son bénéfice foncier, on a également annulé les charges sociales, les fameuses 17,2. Donc 17,2 de 12 000, ça doit faire aux alentours de, alors je l'ai marqué, 2 064 euros pour être précis. Et enfin, comme la poche de déficit elle est supérieure au bénéfice foncier, il y a ces fameux 10 007 qui remontent sur le revenu global et qui sont à 30%. Et quand je fais mon cumul, j'ai donc 3 600 plus 2 064 plus 3 210, j'ai bien 8 874 euros ici de gain fiscal. L'année suivante, on ne paye plus de travaux puisqu'ils ont été payés, on ne fait que le report. Et dans ce cas-là, si vous calculez bien, on a 12 000 euros fois 47,2, si vous faites le calcul, 12 000, pourquoi 47,2? Parce qu'il y a 30 plus la CSG, bien sûr, puisqu'on ne agit que sur le bénéfice foncier. Eh bien,
12 000 euros fois 47,2, ça fait 5 721 euros de gain fiscal. Donc, c'est comme ça qu'est calculé le gain fiscal et j'ai dû mettre dans la simulation une progression du bénéfice foncier et on verra ça juste après. Ensuite, ici, on a les annuités du prêt. Bon, pas de difficulté. Je reviens juste à la colonne précédente. Vous voyez bien qu'ici, à partir de 2034, l'opération régénère de l'impôt. Donc, c'est peut-être intelligent de conseiller à ce moment-là à l'investisseur, à partir de 2034, switcher en meublé. Et comme ça, vous aurez un revenu net d'impôt au titre des amortissements. Meublé, option réelle, je précise bien, hein, qui permettent d'amortir la valeur du bien. Bon. Ensuite, dans mes dépenses, j'ai les assurances liées à la banque, les ADI, qui sont ici. Ensuite, je comptabilise évidemment des charges, hein, puisque on doit payer la taxe foncière, on doit payer des frais de syndic, on doit payer tout un tas de choses. Donc ça, je les ai indexés par rapport à la perception des loyers et je les ai indexés à 1%. Et ensuite, on fait simplement recettes moins dépenses et on arrive à un solde. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est cette colonne-là, le solde cumulé. Pour une raison très simple, c'est qu'on peut, à lecture directe, dire voilà, si je prends 2034, je vais ici, j'ai donc un solde cumulé de 49 533 euros. Ça, c'est le coût de mon opération en 2034. Donc, de 2022 à 2034, j'ai dépensé de ma poche 49 533 euros. J'ai un capital restant dû ici de 83 000 euros. Je vends mon bien à tel montant et ça me permet tout de suite de calculer qu'est-ce que je vais avoir en poche. Donc, ça, c'est intéressant d'avoir toujours cette épargne cumulée qui représente le coût de notre opération. Est-ce que ça, c'est clair? Alors, ici, vous avez, et j'en finirai avec cette simulation-là, l'expression de la 2044. Hein. On voit bien que le client avait des revenus fonciers antérieurs pour 12 000 euros que j'ai indexés à 1%. Très bien. Il a les nouveaux revenus fonciers au titre de l'opération qui interviennent qu'en 2025 et ensuite on a ici tous les revenus fonciers de l'opération et on voit bien qu'on a tiré les travaux en une seule fois en 2022 pour une valeur de 142 536. D'accord ? Et le logiciel prend en compte, bien entendu, dans son calcul de gain fiscal et de report, la valeur des intérêts et des assurances. Et ensuite, dans la mécanique, il fait les reports et il comptabilise toutes les charges pour pouvoir dire, voilà, votre gain fiscal est de temps. Voilà comment fonctionne précisément une opération dite en déficit foncier. Est-ce que vous avez des questions? Alors, il y a des questions sur, on a déjà répondu, je crois, aux aspects, quand est-ce qu'on peut passer, en location, meublée, hein, c'est après les 3 années, De l'impact foncier. post-décaissement de la totalité des travaux. Hem Et il y a une notion de bail, évidemment, si on veut faire ça, avec le locataire, on peut pas lui passer, Évidemment, faut que le bien soit libre, pour le changer, tout à fait. ou qu'il accepte Exactement, de passer à du meublé. exactement. Le calcul de la plus-value là-dedans. Alors, très intéressant comme question. La plus-value dans toutes les opérations en ASL, et je répète, le déficit foncier ne peut pas être fait en dehors d'une ASL, on n'a pas de déficit foncier en vire, vente d'immeubles à rénover. Ça n'existe pas pour une raison extrêmement simple que je vais vous donner. Et bien souvent, même les notaires nous demandent des contrats vire pour du déficit foncier. La raison, elle est très simple. Lorsque vous faites apparaître sur un compromis de vente en vire la valeur des travaux, cette valeur des travaux, juridiquement, ne sont plus des travaux. C'est considéré comme étant du foncier. Or, pour pouvoir déduire des travaux d'une 2044, il faut que la nature des travaux reste celle des travaux. C'est la raison pour laquelle, quand vous faites un achat en déficit foncier, vous allez acheter d'un côté la valeur de l'appartement à rénover et de l'autre côté, vous allez adhérer à cette fameuse ASL et décaisser les fonds travaux sur le compte de l'ASL pour que ces fonds aient la nature juridique de travaux. Donc, c'est une obligation de passer en ASL. Et je vous dis ça pourquoi? Parce que dans la notion de plus-value, évidemment, lorsqu'on fait le calcul de la plus-value, l'assiette sur laquelle se base le fisc, c'est la valeur du foncier. C'est ce qui apparaît au compromis, hein, et pas les travaux. Donc, vous aurez une plus-value plus importante, évidemment, sur une opération en ASL, mais je répète, on ne peut pas en déroger. Et la contrepartie de cela, elle est très simple, c'est que, souvenez-vous, les frais de notaire sont quant à eux assis que sur la valeur du foncier et pas sur la totalité.
Donc, en fait, vous allez récupérer les droits d'enregistrement, etc., sur une valeur beaucoup plus faible au début de l'opération. Et évidemment, vous payerez un peu plus cher à la sortie de l'opération, sachant que le barème de la plus-value est un barème qui est dégressif, hein, évidemment. Donc, plus on attend, moins la plus-value est importante. Et je vous rappelle juste une chose, parce qu'elle est importante, c'est que le système de la plus-value n'est pas, comment dirais-je, faite dans du béton pour une raison très simple. Souvenez-vous, sous la mandature de Sarkozy, les plus-values étaient à 15 ans. Ensuite, Hollande est arrivé, il a mis les plus-values à 20 ou 22 ans et 30 ans pour les charges sociales. Et en début 2020, à l'Assemblée nationale, les députés de La République en marche, voyant que cette notion de plus-value freinait les transactions, et je vous rappelle que lorsqu'il y a une transaction, il y a des frais de notaire, et dans les frais de notaire, il y a grosso modo 85% de taxes. Et donc, évidemment, quand il y a moins de transactions parce que les gens attendent la fin d'une durée de plus-value, il y a moins d'argent qui rentre dans les caisses de l'État. Et donc, ces fameux députés de La République en marche avaient fait une proposition de réduire l'espace de la plus-value sur 10 ans. Proposition qui a été retoquée parce qu'ils ont été un petit peu forts. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas aujourd'hui s'empêcher de faire une opération en déficit foncier sous prétexte que peut-être dans 10 ou 15 ans, on va payer un peu plus, peut-être beaucoup plus si ça a changé, peut-être plus du tout si ça a changé, de plus-value. Profitons du fait que les frais de notaire ne soient assis que sur la valeur du foncier pour récupérer immédiatement une économie, enfin une non-dépense, et puis avancer sur son déficit foncier. C'est bon pour ça? Mais c'est important, ça, parce que souvent, effectivement, on a ces questions-là en disant, moi, je veux faire du déficit foncier en ville. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Donc il y a une petite remarque sur cet aspect de plus-value. Donc effectivement, il y a un intérêt immédiat, c'est que vous payez moins de frais de notaire tout de suite, hein, parce qu'il y a pas les travaux qui seront soumis à ces frais de notaire. Et vous payerez à la revente un peu plus de plus-value. Et alors vous pouvez aussi vous dire que lorsque vous faites la revente, vous avez des sous qui arrivent, et donc ce surplus de plus-value par rapport à une autre opération, en vire par exemple, vous avez les moyens de les payer. Alors qu'au départ, ça diminue votre mise de fonds, je dirais, dans l'opération. Et effectivement, dans un cas horrible où vous achetez avec un montant de travaux très élevé et vous faites une vente avec un prix plutôt en baisse par rapport au marché, vous allez avoir d'autant plus d'impôts sur les plus-values alors que vous en faites pas réellement, quoi. Évidemment, mais c'est le système, c'est les limites du système. OK. OK. Alors, donc là j'ai brossé, on va passer à quelque chose de peut-être plus ludique rapidement parce qu'il est 12h13. Donc j'ai brossé l'aspect du déficit foncier. Je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus Alors auxquelles il y a je réponds encore. Ouais, alors il y en avait, mettez plutôt, si vous voulez bien, vos questions dans le chat, mais je vais regarder aussi côté questions, parce qu'il y a 2, on peut poser aussi des questions dans les aspects questions, sur Livestorm. Donc je vais juste parcourir un peu, celles-ci parce que je les ai pas regardées. Hem, donc on a répondu à Jérôme: «Non, c'est pas dans la niche fiscale». Le point de départ des 10 ans de report, c'est le moment où le déficit se crée. Donc c'est chaque année, où il y a c'est chaque année en fait, hein, jusqu'à ce que ça soit épuisé. Il y a une question sur une opération de Régine, sur une opération si une opération en déficit foncier est faite par une SCI familiale Oui. et si l'allocation en RP par un associé de la SCI est-elle possible? Alors, si elle est fait en SCI familiale, il faut qu'elle soit transparente fiscalement, c'est-à-dire que en fonction des associés de la SCI, il ne faut pas qu'elle soit à l'IS, il faut qu'elle soit à l'IR. Ça, c'est alors la SCI familiale, oui. Oui. Alors, maintenant, il n'y a pas de condition dans des règles de droit commun sur le déficit foncier de louer ou pas un ascendant ou un descendant. Il faudrait que je vérifie ça, mais a priori, il n'y a, On il y a peut pas louer de, à qui on veut. il y a pas de règle particulière concernant les ascendants et les descendants. Ouais. À partir du moment où vous louez en nu et que vous respectez les 3 ans suivant le dernier impact du revenu global, il n'y a pas d'autres conditions. Contrairement au Pinel, contrairement à tout un tas de dispositifs, il n'y a pas de conditions.
Une question de Eloria qui demande si pour un Pinel optimisé au déficit foncier, en attendant d'avoir mes loyers, je peux défalquer les 10 700 €. Bien sûr, c'est tout l'intérêt du Pinel optimisé déficit foncier. C'est-à-dire que on va prendre une petite partie des travaux qui va représenter, je ne sais pas, 30, 40 000 euros, et chaque année, votre client pourra impacter son revenu global à hauteur de 10 700. Et donc, dans le système du Pinel rénové, je crois le gros avantage, le premier, c'est l'emplacement, hein, puisque c'est des immeubles centre-ville, puisque moi, je n'ai pas besoin de terrain pour fabriquer, hein, contrairement à un promoteur. Donc, j'achète des terrains en centre-ville. Donc, on sait que l'immobilier, c'est l'emplacement avant tout. Secondo, on va pouvoir donc décaisser cette charge de travaux sur la 2044, et comme en face, on n'a pas de bénéfice foncier, on va effectivement remonter 10 700, donc 10 700 fois la tranche. Donc, votre client a un gain fiscal sans attendre la DAT de l'immeuble. Ça, c'est super important. Et ensuite, le dispositif Pinel prend tout son sens à partir de la livraison, bien entendu. Bien entendu. C'est une question de Nicolas sur les divorces. Qu'est-ce qui se passe en cas de divorce? Qu'est-ce qui se passe en cas de divorce? Après, si c'est un contrat, enfin, s'ils sont en communauté, il y en a un qui rachète l'autre, et puis le revenu, ça dépend comment les gens font. Soit ils décident, ça m'étonnerait s'ils divorcent, de s'associer pour continuer Ouais. la location du bien, mais ça m'étonne bien. Dans ce cas-là, c'est l'un ou l'autre qui rachète les parts de madame ou de monsieur et qui encaisse les loyers. Voilà. Ou alors le bien, parce qu'ils n'arrivent pas à s'entendre, il est vendu et ça s'arrête là. Sur toujours le Pinel optimisé au déficit foncier, le montant de réduction d'impôt, il est calculé sur quelle base? Alors, c'est une base qui est donc la valeur du foncier et une partie des travaux. Et cette base-là, elle est donnée par l'avocat fiscaliste, puisque il faut que les travaux inhérents au Pinel ancien rentrent dans ce cadre-là. Et donc, ça, vous l'avez sur les stocks, hein, très facilement. Je voulais dire autre chose sur le Pinel optimisé au déficit foncier. Oui, ça permet aussi une chose, c'est que à partir du moment où le bilan de l'opération dépasse 5 500 euros, ce qui peut arriver quand on est sur des grandes villes comme Bordeaux, Toulouse ou autres, eh bien, la cote-part qui dépasse 5 500 euros, bien souvent, elle n'est pas perdue puisqu'elle va rentrer sur une 2044, donc soit les 10 700, soit si vous avez quelqu'un qui a 3 4 000 euros de bénéfice foncier, ça a tout son sens. Dans ce cas-là, on va venir lui écraser son bénéfice foncier. Mais le Pinel ancien, c'est vraiment un produit, je trouve, qui n'est pas assez utilisé par méconnaissance, peut-être par manque de stock aussi, je veux bien savoir, mais je pense que quand les investisseurs ont reçu 3 ou 4 conseillers qui ont tous parlé du Pinel neuf, le Pinel ancien a tout son sens pour les raisons qu'on a évoquées précédemment. Ouais. Ok, tu veux nous présenter quelques opérations? Alors, je vais vous présenter quelques produits qui ont été rénovés, que vous voyez un petit peu voilà, ce que l'on peut faire. Donc, on livre tous nos biens avec cuisine équipée, meubles haut, meubles bas, plaques vitres céramiques, les salles de bain sont faites. C'est vraiment du prêt à louer, hein. La seule chose que l'on ne met pas, c'est les frigos, parce que le locataire arrive avec ses frigos. Donc, ça vous donne voilà, une petite idée des prestations que l'on peut faire. On a en interne une décoratrice d'intérieur qui prendra attache avec vos clients à la fin du second œuvre pour savoir quelle est la couleur dans un catalogue qu'ils souhaitent, comment ils voient les choses, pour essayer de personnaliser un tout petit peu ce type d'opération. Donc, voilà un petit peu ce que l'on propose, avec différents styles, hein. Mais comme c'est des bâtiments anciens, ça a toujours du jus, je trouve. C'est plutôt intéressant. Voilà, après d'autres mélanges, verre, bois, acier, pierre. Voilà un petit peu ce que l'on propose. Et je vais vous signifier ici les différentes opérations en stock aujourd'hui. Donc, on couvre une partie de la France et vous conviendrez que les villes sont plutôt intéressantes. Lyon, Nancy, Villeneuve, Bordeaux, Saint-Émilion, etc. On a des opérations en déficit foncier. Et si on a encore 5 minutes, Ouais, prix de départ, c'est quoi? en déficit foncier, comptez 200 000. En fait, la difficulté que l'on a, nous, on aimerait bien, en tant qu'opérateur, et ça, je parle au nom de mes collègues opérateurs et promoteurs aussi, on aimerait bien finalement construire ou rénover que des studios. Mais on est limité par le permis de construire que l'on doit déposer, puisque les mairies nous imposent la découpe des immeubles.
C'est-à-dire qu'en fonction des besoins, et c'est bien normal, en fonction des besoins de la ville, s'il y a plus de familles avec beaucoup d'enfants, ou plus d'étudiants, etc., ou plus de familles monoparentales, le permis ne sera délivré qu'à partir du moment où on aura tant de T5, tant de T2, tant de T3. Alors évidemment, quand on est sur un petit immeuble où la mairie nous dit moi je veux 4 T3, des T3 sont plus chers que des T1, c'est logique. Donc c'est pour ça que je dis 200 000 euros à peu près la valeur moyenne, mais il faut aller regarder évidemment sur les stocks. Donc si je reprends rapidement les opérations qui sont classées par valeur politique, là on est sur une opération à Aix-en-Provence, on est dans le quartier de la faculté, on est vraiment à 50 mètres de la faculté, quartier pavillonnaire. On a, voyez-vous, typiquement ici, et la rue Montmajour, elle est tout près du cours, le nom m'échappe, bref, on est à 1,5 km du centre-ville, et voyez-vous, on a 50% de travaux. Pourquoi? Parce que la valeur de l'immobilier à Aix, elle est extrêmement chère. Donc ça, c'est une première possibilité. Ensuite, on travaille sur Bordeaux. Là, on est tout près de la place de la Victoire, pour ceux qui connaissent, à l'entrée de la rue Sainte-Catherine qui descend à partir de la place de la Victoire. On est à 50 mètres du tram. On est en déficit foncier. Voyez-vous, aussi, c'est marqué Pinel optimisé au déficit foncier. Une autre opération bordelaise qui est rue Rodrigue, dans le quartier Saint-Seurin, qui fait partie du Triangle d'Or à Bordeaux, où on peut faire une opération en déficit foncier. Et c'est une des rares opérations où vous rentrez par ici et vous avez des parkings à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur, il y a une espèce de cour avec un vieil arbre centenaire, et on va constituer des parkings dedans, et ça va être une opération qui est plutôt intéressante par son emplacement, comme finalement toutes les autres. On travaille également sur Chambéry. Alors, la place Saint-Léger, c'est en fait une artère qui traverse Chambéry. Il y a une partie qui est carrossable, une partie qui est piétonne. Là, on est la partie piétonne. Donc, ça peut avoir du sens aussi. Et voyez-vous, ici, typiquement, c'est un immeuble qui est éligible parce qu'il est en secteur sauvegardé en Malraux. Et on peut également le faire en déficit foncier. C'est juste l'aspect déclaratif de l'opération qui va compter. On a pris cette opération sur Landerneau, qui est tout près de Brest. On a été surpris du succès. C'est un monument historique, mais c'est également du déficit foncier. C'est un château en plein centre-ville de Landerneau. Landerneau est relié par le TGV de Paris. Ça fait partie des villes de Bretagne qui ont du sens et qui se développent. Lille, tout le monde connaît. Extrêmement bonne ville pour l'investissement. Là, on est donc dans la rue Inkermann, entre la place de la République, où vous avez la préfecture qui est somptueuse, et quand vous retournez, vous avez un bâtiment qui est somptueux aussi, et de l'autre côté, vous avez le théâtre Sébastopol. Voilà, c'est une opération qui a du sens, qui est faite également en déficit foncier. On est présent également sur Lyon, dans le secteur sauvegardé de Lyon, où on a une opération, voyez-vous, là aussi c'est pareil, Lyon étant très cher, le ratio de travaux s'écroule à une hauteur de 51 000 euros. Alors là, il doit y avoir une coquille, 92 000 euros de travaux, ça m'étonnerait, mais peu importe, vous regarderez ça sur les stocks tout à fait tranquille. On est sur Marseille aussi, à 700 mètres, 650 à 700 mètres du Vieux-Port, dans le quartier dit de l'Opéra, qui il y a une quinzaine d'années n'avait pas bonne réputation, et aujourd'hui pas mal d'immeubles ont été rénovés. Vous avez la présence aujourd'hui de magasins dits de luxe qui commencent à s'implanter, qui prouvent bien quand on rénove un quartier, la population change, les commerces changent, et on peut revaloriser un quartier tout à fait facilement en faisant de la rénovation. Nancy, j'ai également une opération tout près de la place Stanislas. Alors Nancy, tous les immeubles sont magnifiques. C'est une opération en déficit foncier qui a une proportion de travaux qui commence à être intéressante puisqu'on est à plus de 62%. Une opération sur Nice, alors ceux qui sont intéressés, c'est un peu particulier. C'est une opération hôtelière qui mélange du déficit foncier et du loueur en mobilier non professionnel. Je ne vais pas exposer ça aujourd'hui puisque c'est un peu plus complexe à expliquer, ça prendrait trop de temps. Mais si toutefois certains d'entre vous sont intéressés par une opération sur Nice mélangeant ces deux concepts-là, eh bien, contactez au travers de Mathieu pour que je puisse donner les informations. On travaille également sur Saint-Émilion, donc Saint-Émilion qui ne connaît pas le vin. Donc on a une opération qui est sur un piton rocheux dans la ville de Saint-Émilion, et c'est vraiment superbe. Ça appartenait à une vieille dame qui a vécu quasiment toute sa vie là-dedans, donc c'est extrêmement défraîchi, ce qui est logique. Mais voilà, c'est un superbe bâtiment et ça permet d'avoir du déficit foncier et notamment un passage en meublé après sur Saint-Émilion, ça s'y prête. Puis c'est une capitale mondiale du vin. Donc, il y a une quantité de touristes invraisemblable à l'intérieur.
Une opération assez récente, puisqu'elle date de 3 semaines. On s'est positionné sur 7. Une opération donc en déficit foncier avec un ratio de travaux de 61%. Et pour ceux qui connaissent 7, on est tout près de la place Aristide Briand et du parc Simone Veil. On a 2 opérations sur Toulouse, une dans le quartier Saint-Cyprien, qui est donc un quartier bobo, mais dans le bon sens du terme. Donc des gens qui ont de l'argent, mais qui sont, qui sont d'OM, mais ça peut avoir du sens. Et on a une deuxième opération à Toulouse. Voyez-vous, là, typiquement, c'est une maison qu'on a rachetée, qu'on a découpée en lots et qui peut être éligible au déficit foncier, puisque par définition, c'était une habitation. Donc là, on est dans le quartier de la Roseraie et le métro Roseraie est à 650 mètres de l'opération. Et enfin, et je crois que c'est la dernière que je vous présenterai d'opération, on est sur Villeneuve-les-Avignon, qui est collé à Avignon. En fait, c'est la banlieue chic, on va dire, d'Avignon. C'est l'ancienne maison de famille de Christine Lagarde. Ce bâtiment est éligible au monument historique, au déficit foncier et à la Malraux. Il y a une triple fiscalité que l'on choisit. Et ça peut vraiment avoir du sens parce que dans la location meublée, ça passe très bien. Il y a une demande de logement qui est assez importante sur Villeneuve-les-Avignon. Donc voilà, on ne fait pas prendre de risques à nos chers investisseurs. Voilà, j'ai fini le tour du stock. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Je suis bien entendu prêt à y répondre. D'accord, merci pour ça. Ouais, il y en a encore quelques-unes. Je te les proposais si tu veux bien. Ça a vraiment intéressé tout le monde en direct puisque vous avez plein de questions. Le Régine qui donne une précision sur sa question sur la SCI, en disant si on loue non pas un ascendant, mais un associé de la SCI, est-ce que ça pose problème ou pas? Moi, je ne vois pas le problème, OK. puisqu'il n'y a pas de règle là-dessus. Une question un peu plus générale, pour synthétiser peut-être qu'on s'est déjà dit sur les profils des clients, Oui. qui sont, à cibler, je dirais, pour leur proposer ces opérations en déficit foncier. Entre 8 et le minimum, c'est en déficit foncier pur. Hein. Après, vous avez les autres, Pinel optimisé déficit foncier, Malraux optimisé déficit foncier, mais en déficit foncier pur, je pense qu'il faut être entre 8 et 10 000 euros de bénéfices fonciers. En dessous, c'est plus compliqué. C'est-à-dire qu'on n'aura pas D'accord. le même effet de levier, ça ne sera pas bien. Question de Jean-Michel qui se demande il peut publier sur son site, des images des opérations pour créer des leads et Il peut. générer. Il Si on peut. ne change ni les couleurs, ni la police, ni rien du tout, bien entendu, il peut. OK, bon ça c'est sympa. On a eu une question de François sur le Pinel ancien. C'est Oui. juste pour positionner le Pinel ancien par rapport optimiser au déficit foncier et cetera, tout ce qu'on a dit. Et donc, la question, c'est? Bah, juste qu'est-ce que c'est, le Pinel ancien? Enfin, comment ça se positionne? Est-ce que c'est différent? Est-ce que le Pinel ancien, c'est du Pinel ancien forcément optimisé au déficit foncier? Non, non, Heu, ça peut être du Pinel ancien en vire, en vente d'immeubles à rénover, auquel cas, bah, c'est un Pinel classique, sauf que l'emplacement est bien meilleur que l'ancien, que le neuf, je veux dire. Par contre, on a quelques opérations, bien entendu, en Pinel optimisé EDF, et je pense que ça a vraiment du sens pour la raison des fameux 10 007. Autrement dit, présenter à vos clients le fait de dire, bah, vous avez une opération qui est bien placée dans une ville, vous pouvez bénéficier d'un avantage fiscal tout de suite dès l'exercice 2022 sans attendre la DAT de l'immeuble. Et à la DAT de l'immeuble, eh bien, vous aurez l'avantage Pinel qui interviendra. Donc voilà un petit peu le profil. Et après, ça s'adresse à des gens qui ont une fiscalité entre 3 et 10 000 euros et qui ont entre 3 et 5 000 euros de bénéfices fonciers le cas échéant, ou peut-être pas du tout de bénéfices fonciers, auquel cas on aura cet impact sur le revenu global à hauteur de 10 700. Ticket d'entrée sur du Pinel ancien, on est sur combien? Je dirais 190 000. Ouais, OK. Dernière question, peut-être si vous voulez bien, parce qu'il va être 12h30, on a largement débordé, mais c'est tant mieux, ça montre que ça vous intéresse. Est-ce que Stéphane nous demande, c'est intéressant pour un associé de faire sa résidence principale dans l'appartement en louant pas grand-chose? Alors Faire sa je pense résidence principale dans un appartement. ouais, là, je pense qu'il veut dire que s'il y a un des co-investisseurs qui se dit: «Tiens, moi, je veux y habiter moi-même», est-ce que c'est possible déjà? Non, parce que comme il faut que ça soit loué. Alors, ouais, je sais Eh pas. oui, il peut Ouais, pas se louer à lui-même. ouais, ouais. Bon, ça, il faudra que je pose la question. Je ne peux pas vous répondre comme ça. A priori, non, hein. Euh, Faut pas se louer priori, à non, mais bon. soi-même. D'accord. C'est vraiment une location. Ouais. Je vous dis merci beaucoup pour, d'avoir assisté. Désolé de ne pas avoir
pris peut-être 100 des questions cette fois-ci, mais il y en avait vraiment beaucoup. Vous pouvez toujours m'écrire évidemment si vous avez envie, de prolonger tout ça. Je vous donne mon adresse mail dans le chat. Je pourrais aussi relayer, certaines de vos questions très, très techniques à Yuri s'il y a besoin. Bien sûr. Yuri, merci, c'était, assez incroyable, parce que Merci. ça a été un peu, dans du détail très fort. C'est juste un petit commentaire final aussi sur la technicité, hein, du déficit foncier qui vous a pas échappé. C'est pas simple. Vous avez vu les simulations, qu'on peut sortir à partir de ces opérations, doivent être assez complexes, hein, pour pouvoir être justes. Heu, tout ça évidemment est bien digéré, hein, lorsque vous proposez ça à vos clients. Ils vont pas forcément rentrer, comme on vient de le faire ensemble, Bien dans sûr. les soutes aussi profondément avec vous, et avec, je dirais les restitutions commerciales qu'on vous propose, notamment chez Gridkey, mais aussi, à Angelis. Vous aurez, des supports, simples à expliquer, hein, ça c'est et convaincants. Donc c'est ça qui est important. Et si je peux rajouter juste une petite Je t'en chose, prie. Mathieu, c'est que voilà, les gens qui veulent travailler avec nous au travers de Gridkey, moi je fais évidemment des simulations, je fais tout un dossier de 10 pages où j'explique pourquoi on choisit tel dispositif, j'explique la simulation, je fais un comparatif de prix. Bref, j'essaye de donner des outils qui permettent aux conseillers qui n'a pas trop l'habitude du déficit foncier, un espèce de canevas sur lequel il peut s'appuyer. Je peux assister au rendez-vous par visio, physiquement si vous êtes sur Paris. Bref, on essaye de faire tout ce qu'il faut pour pouvoir vous aider à commercialiser et à changer un petit peu de catégorie de clientèle. Ça c'est un point, alors je ne sais pas si vous l'avez bien compris, mais je vous le redis parce que c'est un avantage incroyable. Heu, on a certains de nos partenaires, dont Yuri, qui acceptent ça. C'est pas le cas du tout de tout le monde. C'est-à-dire que si vous avez, un client que vous sentez chaud, ou, une bonne cible et que vous êtes pas parfaitement à l'aise avec, le process de vente sur le déficit foncier, on peut vous accompagner, hein, en direct et donc, vous faire la vente en gros, hein. Donc, c'est profitez-en, c'est une aide, qui vous coûte rien, hein, vous n'allez pas toucher moins de com sur vos opérations, et qui va vraiment, vraiment booster votre activité, hein, c'est sûr. Ouais, tout à fait. Donc profitez-en. Merci à nouveau, merci Yuri, c'était super, et on vous envoie les replays, les présentations rapidement pour que vous puissiez regarder tout ça à nouveau à tête reposée si vous en avez envie. Je vous dis à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.